Pendant la Seconde Guerre mondiale, des opérations des forces spéciales ont changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces épisodes sous un jour complètement nouveau. En nous appuyant sur des animations graphiques, des analyses d'experts, des tests avec des armes et des explosifs, et sur les témoignages des hommes qui ont participé à ces missions, nous avons reconstitué minute par minute le déroulement de chaque opération. Désormais, nous savons si leur réussite a été une question d'habileté, d'intelligence tactique ou tout simplement de chance. Dans cet épisode, un groupe de GIs prend le contrôle du dernier grand pont sur le Rhin et ouvre ainsi la voie vers le cœur du territoire allemand. Comme le raconte leur officier supérieur, le sous-lieutenant Karl Timmermann et 3 de ses hommes qui ont joué un rôle décisif. Ils doivent prendre d'assaut un pont hérissé de mitrailleuses et bourré d'explosifs, prêts à réduire l'imposante structure en miettes, et eux avec. À la fin de la journée, ils auront précipité la fin de la guerre. Dans l'ouest de l'Allemagne, une compagnie du 27e bataillon d'infanterie de la 9e division blindée sort d'une épaisse forêt. Elle est à 2 pas de Remagen, une ville de carte postale bâtie au bord du Rhin. Au détour d'un virage, une vision qui va changer la vie de ces hommes les attend. Le pont ferroviaire Ludendorff, encore debout. Pendant 5 ans, les forces d'Hitler ont occupé l'Europe et dominé le monde. Mais au cours des 9 longs mois qui ont suivi le débarquement du jour J, ces armées ont été inexorablement repoussées à travers le nord de la France jusqu'en Allemagne. La progression alliée est stoppée par le Rhin. Sur les 1300 km de cette immense barrière naturelle, tous les ponts importants ont été détruits. Quelques centaines de mètres d'eau empêchent de frapper le Troisième Reich en plein cœur et de mettre un terme à la guerre. Il faut à tout prix trouver un moyen de traverser. Le Rhin était le dernier obstacle important avant la conquête de l'Allemagne. Si les Alliés passaient de l'autre côté, plus rien ne pouvait les empêcher d'arriver à Berlin. Les hommes du 27e sont sous les ordres du sous-lieutenant Karl Timmermann. Âgé de 22 ans, il a pris le commandement de la compagnie A le 6 mars 1945, la veille de l'opération. Ironie du sort, il est né en Allemagne, à 150 km de Remagen. Son père servait dans les forces d'occupation américaines au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais il a déserté en 1919. Cette conduite a valu à Karl d'essuyer des railleries qui ont marqué son enfance. Quand il a intégré l'armée, il avait un compte à solder. Je leur ai dit que j'allais réparer ça. Aujourd'hui, le jeune lieutenant a une occasion rêvée de faire ses preuves. Il a ordre d'éliminer les troupes allemandes encore présentes sur la rive ouest du fleuve. Tout d'abord, il doit chasser les forces ennemies hors de Remagen. Ensuite, il devra prendre le contrôle de la tête de pont pour qu'une division blindée puisse traverser. Timmermann et ses hommes savent que les Allemands ont très probablement truffé le pont de charges de démolition pour le faire exploser en cas de prise ennemie. Il ordonne à ses hommes de se mettre en marche. Le sous-lieutenant Jim Burroughs le suit dans un half-track. Cet ancien employé de bureau a été le premier homme de Jersey City à s'engager au début du conflit. Il a la réputation d'être calme et impassible au moment qui importe le plus, sous le feu ennemi. Quand les 3 pelotons de la compagnie A entrent dans Remagen, ils se tiennent prêts à livrer un combat sanglant pour arracher une nouvelle ville. Les hommes de Burroughs sont en fer de lance. Je leur ai dit, la riposte sera rapide, alors accrochez-vous à vos casques. C'était du combat en milieu urbain. Ces opérations sont risquées. L'ennemi vous attend de pied ferme.
Pendant leur préparation, les GIs ont reçu un manuel intitulé « Attaque de positions fortifiées et combat en ville ». Il répertorie les fondamentaux du combat urbain, appris dans le sang, à force de combattre des troupes allemandes déjà rompues à ce type d'affrontement. Les GIs savent que des objets piégés sont souvent placés derrière les portes. Quand ils traversent une rue sous le feu ennemi, ils doivent s'écarter les uns des autres et rester le plus près possible des bâtiments. Ils ont aussi appris les différentes méthodes d'entrée et comment nettoyer une maison, en passant par le toit, puis en procédant systématiquement du haut vers le bas. Les chars passent en premier pour détruire les positions ennemies pendant que les fantassins assurent le tir de couverture. Les escouades ont appris à combattre en espace confiné avec une vaste gamme d'armes, fusils, mitrailleuses, mortiers, bazookas et artillerie. En milieu urbain, le tireur embusqué est l'une des pires craintes du soldat. Remagen était en décombre et c'était parfait pour les snipers allemands. Ils n'avaient qu'à se retrancher et attendre que les soldats alliés entrent dans leur zone de tir. Armé d'un fusil performant, n'importe quel soldat peut faire des ravages. Voici une Kar 98K Mauser. C'était une des armes de base de l'infanterie allemande. Sa technologie datait de la Première Guerre mondiale, mais elle a également servi pendant la Seconde. Et elle convenait aussi aux tirs de sniper. Elle était solide, résistante et facile à utiliser. Mécanisme à verrou. Elle tirait des cartouches de 7,92 mm avec une grande puissance d'arrêt. Prendre Remagen sera lent, douloureux et très dangereux. Au moment où le second peloton de Burroughs entre dans le centre-ville, tout semble calme. Beaucoup de gens avaient déjà sorti des drapeaux blancs. Aucun n'avait l'air content. Beaucoup pleuraient. Les GIs s'enfoncent de plus en plus dans la ville. Sur le flanc droit, Mike Chinchar, un sergent coriace et chevronné, mène un autre peloton. On devait entrer dans la ville à pied, un peloton à la fois. Pour embrouiller, contourner et isoler les positions allemandes, les escouades américaines empruntent toutes des chemins différents à travers les petites rues étroites. Mais les chasseurs se transforment en proie. Chinchar, le combattant de rue aguerri, est dans la mire d'un sniper allemand. J'ai entendu. Je crois que je l'ai eu. J'ai demandé qui? Un Allemand. Il allait t'abattre. Sur la place de la ville, les hommes de Burroughs, en pointe de l'assaut, sont cloués sur place. Un mitrailleur allemand stoppe l'avancée américaine à lui tout seul. Il peut atteindre n'importe quel GI qui tenterait de traverser la place. Sa mitrailleuse est idéalement positionnée et capable de tirer 900 cartouches à la minute. Voici la MG-34, la mitrailleuse polyvalente allemande. Les Alliés la surnommaient la Spandau. C'était une arme formidable. Elle tirait ceci, des cartouches de 7,92 à une cadence très honorable. Elle avait un canon très caractéristique, avec des perforations pour le refroidissement par air. C'est cette arme qui stoppe la progression de la compagnie A. Usant d'une stratégie classique en milieu urbain, les Américains font appel à des blindés. 10 chars lourds Pershing M26 flambant neufs viennent d'être affectés à la 9e division. Le M26 Pershing est le premier char lourd américain à avoir pris part à la Seconde Guerre mondiale et le plus performant. Son canon de 90 mm est le plus gros de tous les tanks américains. Non seulement le M26 surpasse les chars allemands en puissance de feu, mais il est aussi plus mobile. Il peut rouler jusqu'à 40 km/h et en plus de son canon de 90 mm, il est équipé d'une mitrailleuse Browning de calibre 50 et de 2 calibres 30.
La 9e division blindée a reçu 10 de ces chars juste avant l'attaque de Remagen. Les hommes de Burroughs sont toujours bloqués par la MG-34 quand 2 Pershing arrivent sur la place et se mettent à pied d'œuvre. Un obus de 90 mm anéantit le nid de mitrailleuse. L'énorme puissance de feu des chars fait rapidement tomber les défenses de Remagen. La voie est libre. Les chars roulent vers le pont. Face à l'avancée américaine, les Allemands s'activent pour préparer la destruction du Ludendorff. Comme pour les mettre encore plus sous pression, un nouvel officier vient d'arriver. Au moment où la 9e division faisait son entrée dans Remagen, le 7 mars au matin, le major Hans Scheller prenait la tête des défenses allemandes. Le commandement allemand n'avait aucune chance de gagner. Il a reçu 2 ordres contradictoires. Garder le pont Ludendorff ouvert pour permettre aux troupes allemandes du 67e corps d'armée, qui sont toujours sur la rive ouest du Rhin, de battre en retraite, mais aussi de faire exploser le pont. Tout cela pour empêcher les Alliés de le prendre. À l'approche des Alliés, le subalterne de Scheller, le capitaine Friesenhahn, est pris de panique. Il perce un trou de 9 mètres de diamètre devant l'entrée ouest du pont. Les chars américains ne peuvent plus avancer. Ils devront trouver un autre moyen de traverser le Rhin. Le sous-lieutenant Timmerman et les hommes de la compagnie A ont pris la ville de Remagen et contrôlent la tête de pont ouest. Ils ont accompli leur mission et pensent en avoir fini pour aujourd'hui. J'ai dit aux gars, on va prendre un bon repas chaud et se poser ici quelques jours. Jusqu'à ce que Timmerman et ses hommes trouvent le pont intact, l'état-major avait prévu de faire poursuivre le 27e bataillon d'infanterie blindée vers le sud pendant plusieurs jours pour rejoindre l'armée du général Patton aux environs de Coblence. Ils ne sont que des pions sur l'échiquier d'un conflit mondial. Après des mois d'impasse et de contre-attaque allemande, les Alliés redoublent d'efforts pour porter les combats au cœur du territoire allemand. Eisenhower et l'ensemble du haut commandement allié étaient face à un dilemme. Choisir où ils devaient concentrer leurs efforts pour traverser le Rhin. Eisenhower a finalement décidé que les Britanniques, commandés par le général Montgomery, traverseraient au nord. Au sud, l'armée américaine a mené l'opération Lumberjack. Elle devait se rendre jusqu'à la rive ouest du Rhin et s'y arrêter. Elle a pour mission d'éliminer les armées allemandes piégées de ce côté du fleuve. Comme tous les ponts allemands ont été truffés d'explosifs, les Alliés ont prévu d'assembler des ponts flottants pour faire traverser leurs hommes. Une fois les forces britanniques en place sur le territoire allemand, le reste des forces américaines devra franchir le Rhin et se diriger au nord-est pour emboîter le pas aux Britanniques jusqu'à la victoire. Mais la construction des ponts flottants sera longue et se déroulera très probablement sous le feu ennemi. De lourdes pertes sont à prévoir. C'est pourquoi, en découvrant en pleine bataille que le pont de Remagen est toujours utilisable, le général Hogg de la 9e division blindée saute sur cette occasion de faire traverser les Américains plus tôt que prévu. Et il vient de recevoir des renseignements soutirés à un prisonnier. Les Allemands veulent faire exploser le pont à 16 heures, dans tout juste 45 minutes. Hogg transmet ses ordres. Ses hommes doivent prendre le pont immédiatement. Mais comment faire? L'énorme trou percé par les Allemands empêche les chars de passer. Timmerman et ses GIs vont devoir s'en emparer à pied. Je lui ai dit, et si le pont m'explose à la figure? Le froid calcul du haut commandement est simple, la prise du pont vaut la peine de risquer une compagnie. Les hommes de Timmerman sont au mauvais endroit, au bon moment. C'était une unité ordinaire.
Ce n'étaient pas des forces spéciales, ce n'étaient pas des troupes d'élite. C'était simplement un groupe de soldats ordinaires qu'on a envoyé prendre ce pont parce qu'ils étaient là. Le plan d'attaque est rudimentaire. Inondez la zone de phosphore blanc et de fumée, et faites-vous couvrir par des chars et des mitrailleuses. Les chars pilonneront les défenses installées de l'autre côté. Et un rideau de fumée aveuglera l'ennemi pendant que la compagnie A partira à l'assaut. Ils doivent neutraliser les défenses allemandes avant qu'elles n'aient le temps de faire exploser leur charge principale. On a un dicton dans l'armée. Quand le reste ne marche pas, envoie des tas de fumée et fonce plein centre. Les hommes de Timmerman n'avaient pas de choix. Mais il leur a fallu un courage incroyable. Ce que le général Hogg ignore, c'est que les Allemands postés de l'autre côté du fleuve comptent détruire le pont sur le champ. Ils ne veulent pas attendre 16 heures. Mais avant de faire exploser leur charge, il leur faut une autorisation écrite de leur nouveau commandant. Le major Scheller espère encore garder le pont ouvert pour les troupes en retraite et refuse. Tant qu'ils n'auront pas reçu son feu vert, les soldats affectés à la défense du pont devront repousser Timmerman et ses hommes. En plus des différents postes anti-aériens, des batteries ont été mises en place au sommet de l'Erpeler Lay. Du haut de cette colline de 180 mètres, les Allemands dominent l'ensemble du champ de bataille. Le pont lui-même est une forteresse. 4 tours de pierre massive, comparables à des tourelles de château fort, surplombent chaque extrémité. Elles comptent 3 étages et chacun est muni d'embrasures d'où les Allemands peuvent faire feu sur toute la longueur du pont. En théorie, les 160 Allemands qui défendent le Ludendorff ont une position quasiment imprenable. Dans la doctrine militaire, il est plus facile de défendre que d'attaquer. On dit qu'il faut 2 fois plus d'hommes pour prendre une position que pour la défendre. Traverser ce pont était terriblement risqué. Les Allemands avaient prévu de le détruire, il était truffé d'explosifs, et il y avait des hommes postés sur l'autre rive qui mitraillaient les Américains. Le pont risquait d'exploser sous leurs pieds quand il serait en plein milieu. Le pont a été construit en intégrant la possibilité d'une autodestruction. Bâti à l'initiative du général Erich Ludendorff, il a vu le jour pendant la Première Guerre mondiale pour alimenter le front de l'Ouest en hommes, en vivres et en munitions. Mais en cas de percée des troupes ennemies, il ne devait pas tomber entre leurs mains. Long de 325 mètres, il est constitué d'une arche centrale en acier flanquée par 2 treillis. Pour le détruire, 2 circuits ont été installés. Le premier compte 60 charges de plus de 3 kg d'explosifs installés sous la voie ferrée. Le deuxième est relié à 400 kg entassés dans le puits d'inspection de pile ouest et à 300 kg placés sous la pile est. Si les charges explosent conformément au plan, l'ensemble de l'ouvrage s'effondrera dans le fleuve. Si ces circuits principaux défaillent, il reste une solution de secours. Un détonateur fixé sur les charges de la pile de pont peut être déclenché en allumant manuellement une mèche. Les blindés américains approchent et se font immédiatement pilonner par les canons de DCA. Les chars prennent leur mire. Le canon de 90 mm des Pershing est capable de détruire un char à plus d'1,5 km. La batterie allemande est à une distance 2 fois moindre. Autant dire à bout portant pour les Pershing. À contre-cœur, le major Scheller donne l'ordre de faire exploser le pont et abandonne toutes les forces allemandes encore présentes sur la rive ouest du Rhin. Le capitaine Friesenhahn tourne la clé pour faire exploser les charges. Rien ne se passe. Il essaie encore. Et encore. Les circuits principaux ne fonctionnent pas. Mais il reste le dispositif de secours. Au même moment, Timmerman se prépare à traverser le pont.
épaulé par le sergent Joseph Delisio. Cet originaire du Bronx de 26 ans, trapu et coriace, commande le 3e peloton. J'avais les meilleurs hommes de notre armée et le meilleur de tous les pelotons de l'époque. On était prêts à mourir les uns pour les autres. De l'autre côté du fleuve, un caporal se porte volontaire pour partir sur le pont et allumer le système de démolition de secours. La compagnie A l'ignore et s'apprête à lancer l'assaut. Je leur ai dit, allez, on va franchir ce pont avant que... Une énorme explosion engloutit le pont. On a vu le pont se soulever de ses fondations. De la poussière et des débris ont été soufflés. Et au bout d'un moment, on ne pouvait plus voir le pont. Mais ça n'a pas duré. La poussière s'est dissipée. J'ai dit, regardez, il est encore debout. Le dispositif de secours a bien explosé, mais il n'a pas suffi à faire tomber la pile Est. Nous avons demandé à un expert en explosifs de nous expliquer pourquoi le pont ne s'est pas écroulé. Apparemment, pour faire exploser le pont de Remagen, les Allemands avaient reçu un explosif qu'on appelle la donarite. Il est principalement composé de nitrate d'ammonium. Il a une vitesse de détonation faible et ce n'est pas vraiment idéal pour des cibles en acier. Le gros des forces allemandes bat en retraite et les approvisionnements deviennent difficiles. Les pénuries se font sentir. Au lieu de recevoir des munitions de qualité militaire, les défenseurs du pont Ludendorff ont reçu des explosifs à usage industriel et de moindre qualité. Ici, on a ce qu'on a pu trouver de plus proche de la donarite. On va en faire exploser une petite quantité contre cette plaque d'acier qui représentera le pont de Remagen. Ensuite, on fera une expérience avec un explosif militaire pour voir son effet sur l'acier. 3, 2, 1 ! Ça, c'est de l'explosif militaire et on va faire exactement la même expérience. On a mis à peu près la même quantité sur une autre plaque d'acier. On va y placer un détonateur et on verra les dégâts causés. 3, 2, 1 ! Ici, on peut voir que la donarite a juste cabossé la plaque. Avec l'explosif militaire, la plaque a été perforée. Comme vous pouvez le constater, il l'a traversée comme du beurre. Il l'a complètement massacrée. Malgré la qualité inférieure des explosifs, il reste des centaines de kilos de charges non explosées sur toute la longueur du pont. Et la prochaine fois, la compagnie A aura peut-être moins de chance. Si les Allemands réparent le circuit électrique principal, ou si un obus ou même une balle perdue touche une des charges, l'ensemble du pont risque encore de s'effondrer. Malgré les terribles dangers qui lui font face, Timmerman ordonne à ses hommes d'avancer. J'ai dit aux gars, allez, on traverse. Ordre de marche. Premier peloton, troisième et second. Chinchar et ses hommes inspectent les 2 tours situées de leur côté du pont. Elles sont vides et ils peuvent poursuivre leur progression. Je ne me souviens même pas d'avoir touché les planches. Je volais. Timmerman sait que la vitesse sera la clé de leur réussite. Il donne l'exemple et marche en tête de ses hommes. Suivez-moi. La chance joue un rôle important à la guerre. Mais la chance ne gagne pas des batailles à elle seule. Il faut de la stratégie et du courage. Sur un pont, il est quasiment impossible de zigzaguer. Alors il faut rester sur les côtés et se servir de la structure elle-même pour se protéger. Il faut à tout prix éviter le milieu et bouger sans arrêt. Si on s'arrête, on est mort. Les suivants à s'engager sur le pont sont Delisio et son peloton. Quand on s'est lancé, je n'avais qu'une idée en tête. Dégager de ce pont. Les Allemands avaient essayé de le faire exploser une fois, et on était persuadés, en tout cas moi je l'étais, qu'ils allaient recommencer. Des hommes du génie suivent Timmerman à la recherche d'autres explosifs. Le lieutenant Hugh Mott et ses 2 sergents,
Eugene Dorland et John Reynolds s'en remettent aux hommes de Timmerman pour les couvrir pendant qu'ils essaient d'atteindre et de désamorcer les charges placées sous le pont. Au moment où les GIs passent le point de non-retour, les mitrailleuses des tours font tomber une pluie de balles. Ils sont aussi la cible d'une menace invisible, des snipers cachés dans un chaland échoué 200 mètres en amont. Les mitrailleuses canardaient le pont dans la longueur et les snipers leur tiraient dessus latéralement. Les GIs sont pris en étau par un redoutable tir croisé. Ils se font tirer dessus de face et par la droite. Ils étaient exposés. La compagnie A est clouée sur place alors qu'elle n'est même pas à la moitié du pont. Et les Allemands risquent de faire exploser le pont à tout moment. Piégés par des tirs croisés, les GIs n'ont nulle part où se cacher. Quand on parle de tir d'enfilade depuis un défilement, ça veut dire qu'on tire sur le flanc de quelqu'un en étant à couvert. Ils n'ont pas le choix, ils doivent éliminer les positions allemandes une par une. En pilonnant les postes de mitrailleuses installés dans les tours, les Pershing vont tenter de réduire leur capacité de nuisance. Les fantassins pourront ensuite progresser et nettoyer les tours pièce par pièce. Mais avant, ils doivent neutraliser les snipers. Là, les snipers étaient à découvert. Ils étaient dans un chaland et ne pouvaient pas s'abriter. Timmerman appelle un char Sherman positionné sur la rampe d'approche et lui dit d'éliminer les snipers. Son canon de 75 mm est extrêmement efficace contre l'infanterie et les blindés légers. Et il a une portée de plus de 1800 mètres. Le Sherman pilonne la péniche et très rapidement la menace est neutralisée. Mais maintenant que les GIs ont dépassé le milieu du pont, les mitrailleurs ennemis ont une ligne de tir plus dégagée. Les hommes de Timmerman sont à la merci des MG-42 allemandes et de leur redoutable puissance de feu. Ils sont bloqués et il leur reste 150 mètres à parcourir. S'ils veulent traverser le pont Ludendorff, il faut que les Pershing éliminent les MG qui leur font face. Un tank prend sa mire. Son premier obus s'écrase sur la tour de gauche. La mitrailleuse devient muette. Sous le pont, les hommes du génie s'occupent des explosifs restants. C'est une course contre la montre. Ils doivent les envoyer dans le Rhin avant que le pont ne soit anéanti avec tous ceux qui se trouvent dessus. Ils étaient sur le fil du rasoir. En même temps qu'ils progressaient sur le pont, ils essayaient de trouver et de désarmer les explosifs. Un des GI se souvient d'avoir vu un lieutenant du génie couper des fils et envoyer les explosifs dans le fleuve sous ses pieds. Alors que la compagnie A essaie d'avancer, dans les tours, les Allemands se ressaisissent et rouvrent le feu. Principalement équipés de carabines, les GIs peinent à offrir une riposte efficace. La carabine M1 était le fusil semi-automatique américain. Le point fort de cette arme, c'est sa légèreté. Elle est bien équilibrée quand on la porte. Et si je devais faire une longue marche en terrain boueux, c'est l'arme qu'il me faudrait. Il utilise des cartouches spéciales de 7,62 et son magasin peut en contenir 15. Le point faible, c'est que ces cartouches ont une portée efficace de moins de 100 mètres. C'est pas terrible pour un fantassin en première ligne. Maintenant que les GIs ont les Allemands à portée de tir, ils peuvent assurer leur propre couverture et progresser plus rapidement. J'ai dit, Joe, emmène ton peloton là-bas et neutralise-moi ces mecs. J'ai dit à mes hommes, si ce pont explose, tout le bataillon y passera. Alors on y va, les gars. On a essayé d'avancer le plus vite possible. Joe Delicio a mené l'assaut et il a attaqué les tours de front.
Quelqu'un a crié « Qui prend la tour de droite ?» J'ai regardé par-dessus mon épaule et je n'ai vu personne bouger. Alors j'y suis allé. J'ai enfoncé la porte et j'ai vu 5 Allemands regroupés autour d'une mitrailleuse. Apparemment, elle s'était enrayée et ils essayaient d'arranger ça. J'ai tiré 2 coups en l'air en criant « Hand hoch ». Ça veut dire « haut les mains » en allemand. C'était les seuls mots que je connaissais. Ils se sont tournés, les mains en l'air, et j'ai jeté la mitrailleuse par l'embrasure de la tour. Delizio fait les Allemands prisonniers. Au même moment, le peloton de Chinchar pénètre dans la tour de gauche. À l'étage, il capture un mitrailleur. Les tours sont neutralisées. Alors que les Allemands préparent une contre-attaque, le lieutenant du génie Hugmott découvre un tube métallique. Il pense qu'il contient le câble relié à la charge placée dans la pile de pont. Des hommes sont encore exposés et Mott agit rapidement. Il pointe sa M1 vers le câble et tire 3 balles qui neutralisent le dispositif. Malgré la pluie de balles qu'ils ont essuyées, pour l'instant, aucun GI ne s'est fait tuer. Mais à leur arrivée sur la rive Est, le danger n'est toujours pas écarté. Ils doivent encore nettoyer le tunnel ferroviaire. Et personne ne sait combien d'Allemands s'y cachent, ni de quelles armes ils disposent. Une nouvelle fois, Timmerman envoie Delizio qui utilise la même technique que pour un bunker. Je me suis avancé avec le sergent Cripps, et on a tous les deux lancé une grenade dans le tunnel. Après le choc, vient l'effroi. Ils s'engagent dans le tunnel en tirant dans les coins sombres. Il y avait un virage dans le tunnel, et on entendait des voix, des hurlements. On ne savait pas si c'était des soldats ou des civils allemands. La manœuvre aboutit au résultat escompté. Des soldats et des civils terrifiés commencent à sortir du tunnel. Affecté le matin même à la défense de Remagen, le major Hans Scheller a pris une bicyclette au moment où les Américains franchissaient le Rhin et a fui par le tunnel. Le pont est sous contrôle et ses défenseurs se sont rendus. Mais à présent, les GIs doivent tenir leur tête de pont encore vulnérable. Grâce à leur défense par couche, les Allemands peuvent encore monter une contre-attaque depuis la colline. Les hommes de la compagnie B sont les premiers à gravir les 180 mètres du versant nord-ouest de l'Erpelerlei. Puis vient le tour du lieutenant Burroughs et de son 2e peloton qui grimpe sous le feu ennemi. Prendre Remagen et le pont était une paille comparé à l'ascension de cette colline. À mi-chemin, ils se font pilonner par les canons anti-aériens de 20 mm et les pertes augmentent rapidement. Le sergent Bill Schulz est blessé à la jambe et Frank Marek est touché par un shrapnel. Ils grimpent dans la douleur. Et au moment où ils essaient de rejoindre le sommet, ils font une découverte macabre. Toute une escouade de la compagnie B s'est fait tailler en pièces par les canons allemands. Les hommes de Burroughs savent qu'ils sont les prochains sur la liste. Ils doivent se mettre hors de portée au plus vite, en trouvant soit un angle mort, soit un abri. Mais il n'y a ni l'un ni l'autre. Une seule option s'offre à eux, foncer vers le sommet. Leur prise de risque est récompensée. L'ennemi a abandonné le combat. La nouvelle parvient au commandant en chef des troupes alliées, le général Dwight Eisenhower, et lui fait changer tout son plan de bataille. Il ordonne de faire traverser le pont à au moins 5 divisions le plus rapidement possible. Mais pour que son nouveau plan réussisse, les troupes en place sur le terrain devront protéger la tête de pont coûte que coûte. Si les Américains parviennent à créer un périmètre défensif, ils pourront peu à peu étendre leur tête de pont et s'en servir comme tremplin de leur poussée à travers l'Allemagne.
À Berlin, Hitler apprend la perte du pont et fulmine. Il ordonne personnellement l'envoi de toutes les troupes disponibles à Remagen pour écraser les Américains. Peu après minuit, les premiers tanks Sherman traversent le Rhin. Toutes les routes menaient à Remagen pendant ces quelques jours. La fin rapide de la guerre était en jeu. Toutes sortes de véhicules encombraient les routes, et les champs étaient remplis de pièces d'artillerie qui tenaient, de tanks et de canons de DCA qui attendaient pour la plupart de rejoindre la petite tête de pont. 8000 hommes traversent en l'espace de 24 heures. Une fois sur l'autre rive, ils font route vers le nord et au soir du 8 mars, la ville d'Unkel est prise. Les Allemands acheminent des centaines de pièces d'artillerie. Du 8 au 9 mars, elles tirent près de 3000 projectiles sur la tête de pont. Ils font venir une de leurs plus grosses pièces d'artillerie, le super mortier Karl et son canon de 540 mm, conçu pour venir à bout de places fortes de blindage de 45 cm d'épaisseur. Ils tirent 11 projectiles qui manquent tous le pont, puis ils tombent en panne. Les Allemands tirent aussi aux lance-roquettes multiples sur les troupes qui s'amassent pour traverser le pont. C'est une course à l'armement. Les Alliés affectent 5 bataillons à la défense de la tête de pont de Remagen. 672 canons anti-aériens sont positionnés autour du Ludendorff. C'est la plus grande concentration d'artillerie jamais amassée par les Alliés. Ils ont besoin de tous les canons disponibles, car les Allemands jettent tout leur arsenal dans la bataille. Le premier raid de la Luftwaffe survient à 16h45 le 8 mars. 3 bombardiers en piqué Junker 87 et un Focke-Wulf 190 ouvrent le bal d'attaques aériennes qui vont se succéder au cours des 2 jours suivants. Toutes sortes d'avions Bosch enchaînaient les passages pour tenter d'arrêter les troupes sur le point de traversée. Mais les pilotes allemands commettent une grosse erreur. Ils arrivaient en remontant la rivière, ça faisait du pont une cible plus petite. Et comme c'était là que tous les canons anti-aériens étaient positionnés, ils les descendaient avant qu'ils ne touchent le pont. Soudain, les artilleurs remarquent quelque chose d'étrange. J'ai levé les yeux et j'ai vu les avions allemands qui approchaient pour attaquer le pont de Remagen. Tout à coup, un des avions s'est mis à approcher 2 ou 3 fois plus vite que les autres. Hitler a envoyé une de ses nouvelles armes détruire le pont. Le premier bombardier à réaction du monde, l'Arado 234, fonce vers le pont Ludendorff. Les soutes à bombes placées sous ses ailes et son fuselage pouvaient transporter une bombe de 1400 kg ou 3 de 500 chacune. Mais c'est un nouvel échec. À mesure que des hommes et du matériel franchissent le Rhin, pour les Allemands, la reprise du pont ressemble de plus en plus à une cause perdue. Hitler a encore une carte à jouer. Sur ordre personnel du Führer, les Allemands lancent leur arme ultime sur les hommes qui défendent le pont. Des missiles V2. V comme vengeance. Ce sont les premiers missiles balistiques de l'histoire. Ils sont capables d'expédier leur charge d'1 tonne à 300 km en moins de 6 minutes. Elles peuvent creuser des cratères de 15 mètres de diamètre pour 10 de profondeur. Les nouvelles armes de destruction massive d'Hitler sont de la science-fiction pour l'époque. Je n'ose même pas imaginer l'effet que ça faisait de voir cet engin qui donnait l'impression de descendre en vrille depuis l'espace. Entre le 11 et le 17 mars, 11 V2 sont tirés depuis une base des Pays-Bas.
Les V2 n'étaient pas assez précis et pour finir, ils ont complètement raté leur cible. Mais ça montre à quel point les Allemands étaient désespérés. En 10 jours, des dizaines de milliers d'Américains traversent le pont. Sous d'incessantes attaques ennemies, des centaines d'hommes du génie se répartissent sur la structure et s'efforcent tant bien que mal de la réparer et de la maintenir ouverte. Le lieutenant-colonel Clayton Rust est sur le pont quand il se met soudain à ployer. J'ai entendu arriver sauter, et ensuite le pont s'est mis à trembler. J'ai jeté un coup d'œil à l'autre bout et tout le pont semblait vibrer. De la poussière se soulevait à sa surface. J'ai tout de suite su que le pont allait s'écrouler. Dans l'effondrement, 32 soldats du génie trouvent la mort et 63 hommes sont blessés. Malgré cette tragédie, les 10 jours qui viennent de s'écouler ont permis à 25 000 hommes de franchir le Rhin et de se projeter à travers l'Allemagne depuis leur tête de pont en constante expansion. La compagnie A du 27e d'infanterie blindée s'est emparée du pont sans avoir à déplorer un seul mort. Sur ordre d'Hitler, le major Scheller, l'officier allemand qui a abandonné le pont et s'est enfui en bicyclette, est fusillé. Je pense que la prise de ce pont marque le moment où les deux côtés ont compris que la fin de la guerre était proche. Plus rien ne protégeait les Allemands de l'offensive alliée. 6 semaines plus tard, Hitler se suicide dans son bunker de Berlin et la guerre en Europe prend fin dans les jours qui suivent. Ce qu'il y a de plus impressionnant dans la prise de ce pont, c'est le profil de ceux qui l'ont réalisé. Les hommes du 27e d'infanterie blindée étaient des soldats ordinaires dans une unité ordinaire au sein d'une division ordinaire de l'armée de terre. On leur a uniquement confié cette mission parce qu'ils étaient les plus proches et les seuls à pouvoir le faire. Mais ces soldats ordinaires ont fait quelque chose d'extraordinaire. Après la guerre, le président Eisenhower a remercié publiquement les hommes du 27e d'infanterie blindée. The action of the people was beyond praise. Every man in the whole command approaching that bridge knew that it was mine. Yet without a moment's hesitation, they rushed the bridge. We had losses, true, but they were minor as compared to the great prize that we won. Le sous-lieutenant Carl Timmerman a fait mieux que réparer la faute de son père, déserteur de l'armée américaine. Il a reçu la Distinguished Service Cross pour son comportement héroïque à Remagen. Après la Seconde Guerre mondiale, il a servi en Corée, d'où il est également revenu indemne. Le sergent Joe Delicio, qui s'est emparé seul du nid de mitrailleuse de la tour droite, s'est également vu décerner la Distinguished Service Cross. Pour nous, ce n'était rien qu'une mission de plus. Il fallait s'emparer d'un objectif. Alors on y est allé, et on a fait de notre mieux pour le prendre. Les huiles se disaient peut-être qu'il était important, mais pour nous, ce n'était qu'une mission. Et on l'a accompli.